On va parler Basketball Africa League avec Ken Fernandez, donc journaliste du côté de Dakar au Sénégal. Mais avant de nous lancer, Ken, sur la future actualité de la Basketball Africa League, puisque cette 3e édition démarre le 11 mars prochain, on va revenir sur une plateforme un petit peu d'exposition de la Basketball Africa League qui était présente à Paris en janvier dernier, le Basketball Combine de la Basketball Africa League. On regarde tout ça ensemble et ensuite on en parle. You can find me with the bad guy. If it's heavy, man, I grab that. Talking like pennies, you can have that. Need paper like a man facts. Man, I'm getting dirty money like a bad back. On the road where the cab's at. True man grew up where the sav's at. On organise cet événement pour leur donner l'opportunité de voir un pool de talents et de pouvoir directement recruter. Et je pense qu'ils ont été tous très satisfaits parce qu'il y a eu un travail de longue haleine que nos équipes ont fait en collaboration avec nos collègues de la G-League pour ratisser large et trier jusqu'à en arriver à 30 joueurs. On regarde les joueurs qu'on a dans ce combine, ils viennent de partout. On regarde les coachs, les general managers de clubs, ils sont de partout. Donc on sait très bien que pour le développement de cette ligue africaine, on doit passer par des étapes comme Paris. Déjà, je suis très fier d'être ici à la Combine et voir la progression de la BAL dans ces 3 ans. Écoute, ça fait 3 ans maintenant que je suis à la retraite. Alors j'essaie vraiment de trouver quelque chose à faire parce que ça tournait un peu à la maison, ça commençait à être un peu difficile. Je suis super fier de faire partie de cette plateforme BAL et voir la progression du basket en Afrique. Une chose dont je suis sûr, c'est que le basket aujourd'hui africain est en train vraiment de monter en puissance. Cette plateforme nous donne une vraie opportunité et que les joueurs sachent qu'ils ne sont pas tout seuls. On n'est pas tout seul. Maintenant, la mentalité, c'est qu'on est ensemble et qu'on peut vraiment voir la progression grandir avec cette plateforme de la BAL. Un reportage signé Nathan Lingua et un montage de Lucien Jahan. Question à un ancien joueur. Une plateforme comme ça d'exposition des joueurs. En quoi c'est important justement qu'elle puisse être la plus structurée possible pour permettre justement à ces joueurs d'être exposés? C'est particulièrement important parce que ça maximise, on va dire, les opportunités pour tous ces joueurs qui y participent. On sait que dans le milieu professionnel, tu as toujours des combines qui sont gérés ou créés par des agences qui essayent d'amener des joueurs américains en France, en Europe, pour qu'ils aient une opportunité de signer un contrat. Tu sais, il y a toujours eu cette dynamique-là depuis de très nombreuses années. Et je parle même de l'époque où moi, j'étais un jeune premier en minime. Il y avait déjà du côté de Poissy des combines pour des joueurs universitaires américains devant un panel de coachs de Pro B. Donc, si tu veux, ces choses-là existent depuis très très longtemps. Mais d'avoir la NBA comme étant la puissance en arrière dans les coulisses qui pousse, qui essaie de mettre en avant le basket africain, sachant comme ça a été dénoté par les gens qui étaient autour de l'événement que les coachs et les general managers proviennent de partout, des meilleures équipes du continent africain qui continuent à structurer, qui continuent à grandir, qui veulent continuer à progresser. Donc c'est forcément intéressant. Puis tu as des joueurs comme Dwayne Wade dont le fils maintenant va participer à cette ligue. Ça amène un supplément de visibilité et d'avoir des anciennes stars de l'équipe de France, des anciens joueurs NBA. Le basketball africain attire maintenant les plus grands recruteurs. Yann Maenmi est béninois. Tu sais, t'as cet héritage, tu sais, de la francophonie qu'on a en Afrique, qui n'est peut-être pas pour les meilleures raisons, mais au final, il faut savoir regarder les choses du bon côté, voir les belles choses qui peuvent se produire malgré des origines un peu douteuses. Et la balle, c'est peut-être la meilleure des possibilités d'avoir cette plateforme qui démontre tout le talent qui est présent en Afrique et qui n'est malheureusement trop méconnu, quoi.
Ken Fernandez, journaliste présent du côté de Dakar, Sénégal, aura la chance de suivre cette première étape, puisqu'il y aura plusieurs étapes de la Basketball Africa League. La première étape commençant le 11 mars prochain. Tu vas suivre également la franchise on peut dire ça, une franchise de l'AS Douanes, donc qui va justement participer à sa deuxième, je crois, édition de la Basketball Africa League. Avant de partir un petit peu dans le fonctionnement, que tu nous expliques un petit peu le fonctionnement, donne-nous des éléments de contexte par rapport à cette Basketball Africa League. Comme tu l'as déjà dit, c'est vrai que c'est la 3e édition de la compétition de basket panafricain qui est organisée par la NBA qui va s'ouvrir à Dakar le 11 mars. Le match d'inauguration, ce sera donc un affrontement entre l'AS Douanes, les Sénégalais et les Ivoiriens de l'Abidjan Basket Club. L'objectif pour les 12 équipes engagées va être de succéder au champion, qui est donc l'US Monastir, les Tunisiens. Pour revenir un peu aux origines de la balle, il est bon de rappeler qu'elle a été présentée à Charlotte lors du All-Star Game 2019 et retardée d'un an malheureusement en raison du Covid. Elle remplace la Coupe d'Afrique des clubs champions, qui était une compétition un peu en difficulté en fin de vie, en raison notamment du manque de moyens des clubs africains. Donc voilà, et le but de la NBA qui s'implique à 100% là-dedans, c'est de développer le basket sur le continent grâce à l'expertise et à sa puissance financière. Qui se manifeste donc de plusieurs manières, que ce soit pour l'organisation, la commercialisation du tournoi, la production audiovisuelle, on sait que la NBA là-dessus, ils sont très très forts, la formation des entraîneurs et des arbitres. Il y a une académie qui a été créée aussi à Saly, au Sénégal, la NBA Academy, des subventions pour aider les équipes qui sont engagées à voyager, à recruter, à payer leurs joueurs et à embaucher du personnel médical. Donc voilà, et le partenariat FIBA qui est accolé à celui de la balle, donc à la NBA, les deux bossent ensemble, lui c'est beaucoup plus pour aider les fédérations à se structurer et faire en sorte qu'au niveau administratif et au niveau des sélections, on puisse retrouver ces joueurs qui participent à la balle, qui irriguent le basket africain et ses compétitions internationales. Donc on l'a vu dans votre sujet, le président de la balle c'est un Sénégalais, c'est Amadou Gallo Fall qui est une des personnalités emblématiques du basket en Afrique. Et parmi les investisseurs, il y a quelques noms très connus, de Dikembe Mutombo à Luol Dieng, Grant Hill ou encore Joachim Noah et Yann Maini qui étaient dans le sujet. Sur le plan sportif maintenant, la Basketball Africa League qui va démarrer donc sa 3e édition le 11 mars, comment ça fonctionne ? C'est assez simple, comme en NBA, il y a 12 équipes qui sont divisées en 2 conférences. Il y a la conférence Sahara, donc qui aura lieu du 11 au 21 mars à Dakar, et la conférence Nil qui elle se tiendra du 26 avril au 6 mai au Caire. Donc dans chaque conférence, toutes les équipes affrontent les 5 autres, ça fait 15 matchs. À la fin, les 4 meilleurs sont qualifiés dans chaque conférence et elles se retrouveront du 21 au 27 mai à Kigali pour une finale à tournoi à élimination simple. Je vous donne peut-être les 2 conférences ? Oui, vas-y. La conférence Sahara, donc, qui sera à Dakar, elle est composée donc, d'Abidjan et d'AS Douanes pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui vont ouvrir la compétition. Il y a les Nigérians des Kora Falcons, il y a les Rwanda Energy Group pour le Rwanda, donc, le Stade Malien et l'US Monastir, le champion à titre pour la Tunisie. Conférence Nil, il y aura les Égyptiens d'Al Ahly, les Captain Tigers d'Afrique du Sud, les City Oilers de l'Ouganda, le Ferroviário de Beira du Mozambique, pardon pour mon portugais, et Petro Luanda pour l'Angola. Et le dernier représentant, Sédou Legacy Athletic Club pour la Guinée. Danuta, je crois savoir que le basketball africain, ça vous parle un peu. On préparait l'émission en off il y a encore quelques minutes. Il y a eu une invitation qui vous a été lancée pour assister justement à cette Basketball Africa League, mais les calendriers ne permettent pas justement de s'y rendre, c'est bien ça. Malheureusement pas cette fois-ci, mais on ne peut pas être partout. On ne peut pas être partout, mais on ira en Afrique très vite. On a avec le YMCA de très forts liens d'ailleurs, qui sont des liens historiques. Évidemment, on a le souhait avec cette salle que nous rénovons, qui est la plus ancienne salle de basketball au monde, encore dans son état d'origine, 1893, de faire venir des joueurs africains, des jeunes africains, et de se servir de ce lieu pour créer des summer camps et d'être vraiment pivot entre l'Afrique et le reste du monde, l'Afrique et les États-Unis. On a plein de projets en cours de développement. Bon. On est en relation très étroite avec la balle. Eh ben on va en parler dans quelques minutes. Ça a l'air déjà passionnant. Ken, quand on parle des équipes, tu nous disais qu'il y avait 12 équipes qui avaient été sélectionnées. Quel est le processus justement de sélection de ces équipes ? Alors les 12 équipes, elles ont été sélectionnées de manière assez singulière. Il y en a 6 qui sont des pays qui sont désignés, qualifiés directement pour leurs championnats nationaux. Donc ces 6 pays sont l'Angola, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc,
le Nigeria, le Rwanda et le Sénégal. Ils ont été choisis en fonction de leur histoire en basketball, ainsi que de la taille du marché. Et comme on peut le remarquer dans ces 6 pays, il y a notamment les 3 pays hôtes. Donc ça, c'est pour qu'il y ait un minimum d'affluence pendant la compétition. Pour le reste, les 6 autres équipes se qualifient par des tournois en fait, organisés par la FIFA au mois d'octobre et au mois de novembre chaque année. Ça s'appelle Road to the Ball. Et donc voilà, l'objectif, c'est que plusieurs équipes se rencontrent, les champions nationaux. Et à la fin, donc, il y a entre 20 et 30 équipes, ça dépend des années qui participent. Et 6 équipes se qualifient grâce à ce tournoi. Donc cette année, pour la 3e édition, on a une équipe ivoirienne, une équipe guinéenne, une équipe malienne, une équipe du Mozambique, Afrique du Sud et Ouganda. Pour être tout à fait complet, également avec toi, un point sur la constitution des équipes. On sait, on a l'habitude en Europe d'avoir une multiplicité de nationalités pour composer une équipe. Est-ce que c'est la même chose quand on évoque les équipes de la Basketball Africa League ? En fait, c'est vraiment l'endroit où on remarque le plus l'investissement de la balle et que ce n'est pas seulement un discours. Chaque équipe, donc les 12 équipes, sont composées d'un roster de 13 joueurs. Et parmi ces 13 joueurs, il y a obligation d'avoir 8 joueurs locaux. Donc 8 Sénégalais à l'AS Douanes, à Abidjan, 8 Ivoiriens. Et donc les 5 autres joueurs seront composés d'un joueur de la NBA Academy. La liste a été dévoilée hier des 12 joueurs qui ont été sélectionnés par cette Academy. Et chaque équipe a pioché donc un choix là-dedans. Et sinon, les 4 autres joueurs sont 4 étrangers. Et parmi ces 4 étrangers, il doit y avoir donc 2 étrangers africains. Pour l'AS Douanes, par exemple, il y a un Nigérian et ils attendent encore un autre joueur. En tout cas, ils n'ont pas pu le dévoiler. Et 2 Américains. L'AS Douanes, le club donc, qui représentera le Sénégal et qui participera à sa 3e édition cette année. Tu as assisté, tu l'as dit tout à l'heure, à un match amical concernant donc, cette franchise. Comment ils abordent l'événement et est-ce qu'ils ont des ambitions ? Ouais, ils l'abordent avec beaucoup d'excitation. Tu l'as dit tout à l'heure, du coup, c'est la 2e participation pour l'AS Douanes. Qui a été donc champion l'an dernier et champion il y a 2 ans. Entre les deux, c'est une autre équipe de Dakar qui avait été qualifiée. Et oui, ils abordent ça avec énormément d'ambition. J'ai eu la chance d'assister donc à un match amical face à une autre équipe de Dakar donc dans la semaine. C'était le premier match avec leurs 2 Américains qui viennent d'arriver. Beaucoup d'excitation, très heureux de participer donc, à ça. Parmi les 2 Américains, il y a notamment en plus Terrell Stoglin qui est le meilleur scoreur all-time de la balle. Bon, all-time, il y a eu 2 participations, mais bon, il était avec la SC Salé au Maroc et il a beaucoup scoré pendant ces 2 participations. Donc voilà, et non, franchement, j'ai eu l'occasion de parler avec les dirigeants du club qui sont très très contents de participer. Pour eux, la balle représente une opportunité assez exceptionnelle en termes de visibilité, en termes d'organisation. Et voilà, c'est vraiment une parenthèse assez dorée dans un basket sénégalais qui pêche un peu par son manque de moyens, quoi. S'il y avait une équipe à suivre dans cette Basketball Africa League, ce serait laquelle ? Et je t'oriente un peu. Est-ce que le joueur à suivre, ce ne serait pas cette année le fameux Zaire Wade, le fils de Dwayne Wade ? Ouais, il y avait eu lors de la première édition un People aussi qui était le rappeur J. Cole qui avait joué avec une équipe rwandaise et ça avait fait un peu polémique à l'époque. Cette année, donc, j'ai l'impression que la balle, et ça montre aussi le sérieux et l'évolution, il n'y a plus trop de joueurs fantasques un peu connus comme ça. Le seul nom qui a retenu un peu l'attention, bien sûr, bah oui, c'est Zaire Wade, 21 ans, qui joue en G-League à Salt Lake, dont le papa est investisseur d'ailleurs dans la franchise. Peut-être que ça peut aider un petit peu. Et ouais, il a rejoint, donc il a fait le combine, vous l'avez vu à Paris, et donc il a rejoint l'équipe des Sud-Africains de Captain Tigers, qui seront dans la conférence donc, du Caire. Donc voilà, c'est un peu le seul nom qui sort. Sinon, en termes d'équipe, il faudra suivre toujours l'AS Monastir tunisien, qui a été finaliste il y a 2 ans, champion l'an dernier. Les Égyptiens sont toujours très bons dans les compétitions africaines, et les Angolais, qui sont la 3e puissance du continent en termes de club. Ken Fernandez du côté du Sénégal à Dakar. Merci Ken. On va observer justement le lancement de cette 3e édition et revenir vers toi pour voir un petit peu comment les choses se passent sur le plan notamment sportif et aussi autour du développement du basket africain. Vous l'avez compris, c'est une thématique qui nous intéresse. Merci beaucoup Ken. Avec grand plaisir, merci. On continue la discussion avec Angelo. Le basketball 5-5, ça te parle, hein, tu as une carrière pro derrière toi, mais le basketball 3-3, c'est ton actualité puisque tu es sélectionneur de l'équipe nationale grecque, mais tu interviens aussi autour de cette thématique en Afrique avec l'association dont tu portes le magnifique manteau. C'est Drills. C'est les couleurs Bogolan. Bon, très, 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 très belle couleur. Est-ce que tu peux nous parler de cette association, valeurs, mission et ambition ? Bien sûr, donc
Ça a été un projet qui a été créé par Jean-Marc Aloumon, qui est donc togolais béninois, et qui donc est également français bien sûr. Il a créé donc ce projet en 2017 et puis j'ai fait sa rencontre en 2019 quand il m'a demandé de parrainer le premier événement 3-3 Street Festival, si tu veux, Premier événement de l'histoire de... dans un mall, en fait, Okay. dans un shopping center à Westfield, au Forum des Halles. Okay. Ça a été un superbe événement. Donc, c'était une sorte de célébration des sports urbains, street art et tous ces trucs-là. Donc, il y avait des battles de Afro-dance. Toutes les communautés étaient présentes, quoi, Toutes les représentées. communautés étaient présentes. Et puis, donc, il y avait le summum, c'était ce tournoi 3-3, le 3-3 World Champions Cup, comme ils l'appellent. Okay. Et donc, il y a des équipes d'un petit peu partout de l'Europe et on attend bien entendu l'arrivée des équipes africaines pour participer ici à Paris. Et donc, suite à cette rencontre, on a échangé sur ces projets. Il me disait qu'il voulait absolument développer le basket 3-3 en Afrique. Et de fil en aiguille, je suis simplement, enfin, je dis simplement, mais je suis devenu le directeur technique de tout ce qui est basket dans le développement de ces projets-là. Donc, lui, c'est un promoteur qui fait des événements, des tournois, et puis on y a amené une dimension vraiment très... Technique, pédagogique. Voilà, c'est-à-dire que maintenant on collabore directement avec les fédérations africaines qui veulent se développer dans le milieu 3-3. Donc sur les 3 événements auxquels j'ai participé, donc je suis allé en République démocratique du Congo, je suis allé au Bénin, et j'étais à Lomé donc il y a quelques semaines. Justement, sur ces 3 destinations, quel a été ton constat? Alors le constat, c'est que la volonté d'investissement dans la discipline, et j'ai envie de dire même dans le basket de manière globale, n'est pas la même et n'est pas à la même vitesse dans chaque pays. Il y a aussi un constat que le talent est présent partout. Donc c'est quelque chose qui est rassurant quelque part et qui est très encourageant, mais qui est un petit peu alarmant dans le sens où on se dit qu'on perd quand même beaucoup de temps. Le basket africain est inexistant sur l'échelle du 3-3. Il y a le Bénin qui pointe enfin le bout du nez et qui va d'ailleurs participer à la Coupe du Monde U23 en octobre prochain. Donc je suis très très heureux d'avoir pu, avec Jean-Marc et Drills, aider à l'ascension du Bénin dans cette discipline, puisque avant c'était plutôt l'Égypte qui était moteur, mais l'Égypte c'est un pays qui aime le basket, qui pousse vers le basket. La Tunisie est un pays qu'on connaît, a gagné beaucoup de Coupes d'Afrique des Nations. Ouais. Donc si tu veux, d'avoir un pays comme le Bénin où tu as, tu sais, Chakoubou, Isabelle Yacoubou, on a reçu il y a quelques jours. Oui. On a reçu il y a quelques jours. Il y a ses origines béninoises, il y a Néni, tu vois, il y a du vrai potentiel, il y a des opportunités là-bas. Donc il faut leur donner de la force, il faut les aider à se structurer. La Fédération du Bénin a montré cette volonté-là. Ils ont été donc c'est le projet de l'association Drills, voilà, d'aider à la la structure avec ça en fait. Suite à l'événement qu'on a fait et le tournoi et la formation des équipes nationales, des entraîneurs et autres, il y a eu une ascension du basket béninois et c'est directement lié aux actions de Drills que le Bénin a réussi à monter premier en Afrique. Alors les actions de Drills Basket Tour, on peut aussi en parler. C'est des actions qui se répartissent sur plusieurs pays donc dans le continent, Togo, Niger, RDC, Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina Faso. 7 pays jusqu'à présent et on est en train de discuter justement pour aller en Afrique du Sud. Okay. Y a d'autres pays avec lesquels on aimerait beaucoup collaborer. Le problème c'est qu'on a dû annuler pas mal de dates et on essaye le plus possible de sécuriser ces événements. On devait aller au Burkina Faso là, cette semaine. Okay. mais on a été contraint d'annuler parce qu'il ne faut pas non plus se mettre dans la difficulté. Donc le gros challenge en Afrique, c'est d'avoir le soutien local, d'avoir des sponsors, d'avoir des financements. Et donc, impliquer effectivement les locaux. C'est ça, d'impliquer les locaux. Donc ils sont toujours très heureux de nous accueillir, mais il faut aussi qu'ils mettent un peu les mains à la pâte. Ouais. Et le Bénin l'a fait. Et on aimerait beaucoup que d'autres fédérations le fassent aussi. Depuis 2017, c'est quasiment 10 000 athlètes quand même concernés par les programmes. Il y a plus de 20 événements sportifs aussi qui ont été proposés. Quelles sont là en 2023 les perspectives de projection justement en termes d'événements ou en termes d'apport pédagogique? Eh bien, moi je m'occupe du terrain et de tout ce qui est l'encadrement des équipes nationales et la formation des coachs, les camps de perfectionnement pour les joueurs. Donc voilà, c'est vraiment directeur technique basket. Mais Jean-Marc a mis en place le premier tour africain qui donne accès au circuit professionnel FIBA. D'accord, donc il y a une perspective. Il y a une grosse perspective. Challenge et compétition. Tout à fait. Et Lomé, c'est le premier stop du Tour africain 2023.
Ok, donc toi, tu es le directeur technique qui sera en charge de permettre à tous ces joueurs et joueuses. Voilà. Si tu veux que je t'explique rapidement. Oui, on a le temps. Ouais, ce que je fais, c'est je viens en préambule du tournoi. Donc je viens généralement 5 jours avant le tournoi et je passe toute la semaine à faire des séquences d'entraînement matin et soir avec toutes les catégories d'âge. Donc quand on était au Bénin, par exemple, à Cotonou, j'avais eu les U17, les U21, les U23 et les seniors. Et on avait filles et garçons. Et on avait eu le soutien de Richard Billan, qui était mon ancien coach en équipe de France, qui est venu nous accompagner. Donc lui, il s'occupait des femmes. Moi, je me suis occupé des hommes toute la semaine. Et il y a vraiment cette dynamique aussi d'avoir les entraîneurs fédéraux qui nous accompagnent et nous assistent tout au long de la semaine. Donc on leur partage nos méthodes, on leur partage nos préceptes, notre philosophie, on leur explique les subtilités du 3-3 pour justement, une fois que nous sommes partis, qu'ils puissent continuer à développer la discipline. Et à Lomé, c'était la même idée. Je suis venu 3 jours avant. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient potentiels équipe nationale. Mais là où c'était vraiment intéressant, c'est qu'on avait plus de représentants internationaux. Il y avait des Togolais, des gens du Burkina Faso, des Béninois, des gens du Niger. Donc on a eu quand même beaucoup, et une équipe française aussi, Hermont. Okay. Donc on a eu quand même cette possibilité d'avoir ce melting pot de nationalités, mais avec la même volonté de travailler et d'apprendre. Donc c'était très enrichissant. Et c'est le cadre de mes actions globalement quand je vais là-bas. Danuta, les logiques un peu d'implication quand on parle de projet, on parle d'Afrique, mais on va parler bien sûr là, dans quelques minutes de l'opération globale adoptunelame.com. C'est clairement la clé pour que les projets puissent réussir, on est bien d'accord? Oui, absolument. On a vraiment envie que notre projet soit très participatif. Et implique justement le public en termes d'action dans le projet. Absolument, et un public international, le 14 Trévise dans le 9e à Paris, créé en 1893, est un lieu multiculturel, dédié à tous. C'est vraiment une maison ouverte à tous depuis son origine, donc depuis 130 ans, et c'est bien évidemment le projet qu'on veut continuer à poursuivre, à mettre en avant, à mettre en œuvre, et avec une très très forte dimension sociale et sociétale et d'intégration.